Alors, je vous propose d'y aller. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Antoine Ballerin, le directeur Europe du Sud de Qubit. Et je vous propose en 40 minutes, peut-être un peu moins, de traiter le thème de ce keynote, à savoir l'expectation economy. Alors, avant de rentrer sur ce qu'on entend par expectation economy, on peut faire un petit point sur les différentes périodes qui ont fait le succès et qui ont provoqué le déclin de certains grands groupes. Donc évidemment, je vais aller très très vite là-dessus. On est passé d'une ère pendant longtemps basée sur le produit, basée sur la production de masse, qui ont fait le succès de General Electric, Ford et qui ont provoqué la mort de certains comme Kodak, à une ère où on a été très focus sur le réseau de distribution physique, qui ont vu évidemment l'avènement de grands groupes de distribution, de nos fameux centres commerciaux, et puis qu'on a vu la mort d'autres acteurs qui n'ont fait que d'être focus sur la distribution physique. On a ensuite, plus récemment, on est passé dans une ère de l'information, où Google, par exemple, a amassé des milliards d'informations pour devenir le groupe qu'il est. Criteo également est un succès français qui a surfé sur la collecte d'informations et la distribution d'informations. Là aussi, on pense chez Qubit que cette ère est en partie et qu'en partie révolue. Et on va parler aujourd'hui, donc évidemment, ce pourquoi vous êtes venus, on va parler de cette nouvelle ère, qui est l'ère de l'expectation economy. Alors par expectation economy, qu'est-ce qu'on entend? C'est un terme anglais qu'on a laissé volontairement en anglais, parce que la traduction est quand même compliquée en français. Si vous avez des suggestions, on est preneurs. Donc c'est l'ère de l'exigence, on pourrait appeler ça ère de l'exigence, et ère de l'expérience client, c'est les deux traductions qui nous vont bien. Dans cette ère, on a vu que certains nouveaux modèles très disruptifs ont eu beaucoup de succès. On en parlera tout à l'heure, donc on pourra citer les exemples de Nespresso, Amazon, Uber et Airbnb, qui sont des sociétés qui excellent dans l'art de l'expérience client et qui répondent aux exigences des nouveaux consommateurs. Alors, c'est curieux de voir qu'un succès comme Amazon est basé sur ce fondement de l'expérience client, et ce depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans. Ça, c'est le graphique, c'est le petit dessin qu'avait dessiné Jeff Bezos sur un coin de table au tout début d'Amazon pour expliquer son business model. Et qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement qu'il avait depuis longtemps déjà mis l'expérience client, l'exigence client au centre de son cercle vertueux. On voit bien que c'est l'expérience client, selon Jeff Bezos, qui crée le trafic. Plus il y a de trafic, plus il va y avoir de marchands. Donc on parle ici du système des marketplaces, bien entendu. Plus il y a de marchands, plus il va y avoir du choix. Plus il y a du choix, plus il y a de la croissance. Ces croissances qui permettent des économies d'échelle, des meilleurs prix. Et c'est bien sûr le service client, le prix et le choix qui fait de nouveaux clients et une meilleure expérience client. Donc on voit bien ici que c'est vraiment un concept fondamental dans les cercles vertueux des entreprises qui ont du succès, et on va développer ce concept de l'expérience client et de ce niveau d'exigence. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit focus sur quelles sont devenues ces fameuses customer expectations et ces fameuses exigences clients, et comment ça fonctionne dans nos cerveaux. Il y a des nouveaux codes, il y a des nouvelles normes. On ne parle même plus de besoin client, d'expérience client, on parle même de plaisir client. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie qui nous vient de cette ère de l'information dont j'ai parlé tout à l'heure, cet accès à l'information, cette abondance d'informations, ces smartphones qu'on a au bout des doigts et qui sont disponibles à tout moment, changent profondément nos cerveaux. Il y a une étude qui a été faite par une scientifique anglaise qui est spécialiste en neurotechnologie et qui a fait une étude sur les enfants et a démontré très rapidement et très facilement que les connexions neuronales changent récemment parce que l'enfant devient habitué à interagir avec le monde qui l'entoure de façon très différente, de façon immédiate, et ça modifie complètement la nature de l'homme. Voilà, la technologie est en train de modifier la façon dont on fonctionne, et on va voir quelques exemples maintenant. Alors si on prend une technologie, un acteur qui a été
récemment très disruptifs comme Uber. Uber a fait une étude récemment dans 9 villes européennes. Entre 2013 et 2014, ils ont mesuré le degré d'impatience des gens. Ils ont demandé à leurs clients le temps qu'ils étaient disposés à attendre un taxi dans les grandes capitales européennes. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? En 2013, époque où Uber n'était pas présent dans une ville, les gens étaient capables d'attendre 7 minutes. Un an après, ils ont mesuré qu'une fois qu'Uber était installé dans une ville, notre degré d'impatience était tombé de 30%. On est disposé à attendre un taxi, ou attendre un transport quel qu'il soit, 5 minutes au lieu de 7, une fois que Uber arrive dans une ville. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est que la technologie, les acteurs disruptifs modifient notre nature, modifient notre caractère, et dans ce cas présent, on a une des caractéristiques du consommateur qui devient impatient à tous les niveaux. Il ne comprend pas d'attendre parce que Uber redéfinit le standard, redéfinit le code, redéfinit la norme. Donc on a un client plus impatient. D'ailleurs, ce concept d'immédiateté est très très important à comprendre lorsqu'on réfléchit sur l'expérience client qu'on veut fournir à un client. Il s'agit bien entendu maintenant de capturer l'attention d'un client potentiel au moment où il l'attend, et ce n'est pas le contraire. C'est le client qui a le pouvoir sur le temps et pas le contraire. Et donc, il faut être très réactif à ce concept d'immédiateté. Alors, deuxième idée fondamentale à comprendre, on a parlé depuis 5 ans, on a parlé beaucoup, peut-être beaucoup trop de big data du point de vue de l'entreprise. Et on a oublié une chose, c'est que le big data, il n'est pas seulement à disposition des entreprises, comme Google ou d'autres, il est aussi à disposition de chaque individu. Le big data, il est dans notre tête. Jamais un client n'avait eu autant accès à de l'information pour devenir expert en quelques minutes. Il a des blogs, il a des tutos, il a des comparateurs, il a accès à des notices explicatives. Il peut pratiquement faire l'expérience d'un produit avant même de l'acheter. Il peut télécharger des docs, parler à des experts, parler à des clients qui ont déjà utilisé, voir des vidéos, des tutos. C'est incroyable cette information qu'on a. Personnellement, j'ai acheté une imprimante 3D, je l'ai montée moi-même. Je suis devenu en une semaine un expert. Sans être arrogant, voilà, j'ai tellement d'informations à ma disposition, je peux parler d'imprimante 3D pendant une semaine. Donc on peut devenir plus expert que le marchand lui-même, plus expert que la marque. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte au moment où vous designez vos services clients. Vous allez avoir en face un client impatient et puis un client très bien informé, donc très exigeant. Ensuite, un troisième concept qui va pouvoir être illustré avec cette expérience qu'a fait un journaliste à qui on a demandé pour la première fois de rentrer dans la fameuse Google Car, qui est une voiture sans chauffeur automatique. Et on a demandé à ce journaliste, qui est évidemment très habitué à communiquer, de décrire son expérience qu'il a eue. Et il a décrit son expérience avec 3 mots. Quand la voiture a commencé à bouger, il était terrifié. Il était terrifié. C'est comme ça qu'il a décrit la chose. Voilà, c'était au bout de 10 minutes à peine, il était excité. Il était comme un enfant en train de découvrir une nouvelle technologie. Au bout de 15 minutes, il était blasé. Boring en anglais. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce message? C'est que oui, le client est exigeant, oui, il est impatient, oui, il est avide de technologie, mais il est très facilement blasé. Pourquoi? Parce que, pour reprendre l'idée tout à l'heure, il a accès à l'information, il est habitué à avoir des nouveautés tout le temps, un petit peu comme un papillon qui va vers la lumière, mais très rapidement, une fois qu'il a vu la nouveauté, il passe à autre chose. Donc voilà, c'est aussi un concept, et ça rejoint un petit peu ce concept d'immédiateté que j'avais développé tout à l'heure. Alors finalement, tout ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout cet accès à l'information, tout cet accès à des expériences qui sont en rupture, qui sont novatrices, font que vos nouveaux clients sont pratiquement tous les leaders, et c'est une mauvaise nouvelle, tous les leaders qui sont emblématiques en termes d'expérience client.
Et j'ai une mauvaise nouvelle, voilà un de vos concurrents. J'ai même pas besoin de citer la marque. C'est un de vos concurrents. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, une marque, qui sublime l'expérience client à tous les niveaux, de bout en bout. Ils mettent la barre très très haut. Je vous invite à appeler le call center de Nespresso. C'est une expérience inoubliable. Et un client ne va pas comprendre de recevoir ce type de service client et d'ensuite appeler un acteur très très gros du telco en France et d'arriver sur une machine automatique, taper 1 pour le service client et au bout d'une demi-heure, y être toujours. Voilà. Et donc c'est en ça qu'il faut comprendre que vos nouveaux concurrents sont beaucoup plus larges que précédemment et appartiennent à des secteurs bien différents. On appelle ça des attentes liquides. Liquides dans le sens où vous avez maintenant 3 niveaux de concurrence. Vous avez les concurrents, bien entendu, qui appartiennent au même secteur que vous, qui vendent le même produit. Donc là, je ne vous cite pas d'exemple, c'est le cas de tout le monde. Mais aussi, vous avez des concurrents qu'on appelle expérientiels. Qu'est-ce qu'on veut dire par expérientiel? C'est des concurrents qui répondent au même cas d'usage que vous, qui n'ont pas forcément les mêmes produits, que vous ne considérez pas forcément comme concurrents directs, mais qui répondent au même usage. Alors, exemple, typiquement, l'iPhone a détruit très rapidement le marché des GPS. Ce n'est absolument pas des concurrents directs. On ne peut pas comparer un GPS et un smartphone. Pourtant, le smartphone répond au même cas d'usage. J'ai envie d'être guidé dans ma voiture. On peut le faire parfaitement avec un téléphone. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un concurrent non direct qui a répondu à un même cas d'usage. Et on a un troisième type de concurrent qui est beaucoup plus difficile à déceler, beaucoup plus pernicieux. C'est un concurrent qui va répondre à la même émotion. Ça va être du domaine de l'émotionnel, qui va chambouler notre perception, notre nature. On parlait tout à l'heure du cas d'Uber. Ils modifient complètement les codes. Ils ont modifié notre patience. Ils ne modifient pas que la patience Uber. Ils modifient aussi le concept de check-out. Qu'est-ce que le check-out pour Uber? C'est quoi le check-out Uber? Je ferme la porte du taxi. C'est ça le check-out sur Uber. Et bien, petit à petit, à moyen terme, les gens vont espérer avoir des check-out. Alors peut-être pas aussi simple, parce que payer un panier, c'est pas la même chose que ce qu'a fait Uber, mais voilà, nos cerveaux vont être habitués à ça. Et je reviens à ce concept d'impatience, d'immédiateté, d'être blasé. Ils vont s'attendre au même service, à la même émotion que ce que procure un Nespresso, au même check-out que ce que procure un Uber, etc. Donc voilà, donc sachez que vos concurrents, ce n'est pas que les concurrents directs, c'est les concurrents qui proposent des cas d'usage voisins aux vôtres et qui proposent des émotions qui vont disrupter non seulement les usages, mais aussi les attentes au niveau émotionnel. Donc voilà ce concept de liquid expectation qui nous viennent des pays anglo-saxons. Alors un exemple d'un disrupteur qui a challengé un petit peu un status quo sectoriel, qui a challengé, qui a fait disparaître Blockbuster Vidéo, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est l'équivalent de Vidéo Future en France. Donc cet exemple, c'est très simple. Pendant que Blockbuster réfléchissait à comment réduire le temps qu'avaient les clients pour rendre leur DVD physique et qui était ancré dans leur modèle physique de je descends à la boutique, je loue mon DVD, je le regarde, je le rends, j'ai des pénalités si je rends en retard. Blockbuster était en train de réfléchir aux usages, était en train de modeler un business qui était évidemment façonné autour du téléchargement et a complètement fait disparaître en quelques années Blockbuster, Vidéo Future et tous les autres parce qu'il s'est adressé à un usage et non pas à un produit ou non pas à un réseau de distribution. Même des entreprises novatrices et disruptives comme Netflix, qui sont pourtant innovants, continuent de se remettre en cause et sont en train même de sortir de leur business model en se disant « mais quel est mon métier? Est-ce que c'est bien de distribuer de façon online des vidéos et pas d'aller au-delà ?» Ils ont été au-delà et ils ont réfléchi, en réfléchissant à nouveau
à l'émotion, aux attentes des clients. Ils ont fait des études pour savoir quelles étaient les appétences des gens. Ils ont fait une étude pour étudier quel était l'acteur préféré des Américains, quel était le type de série préféré des Américains. Ils ont combiné les deux pour faire House of Cards, avec un acteur extrêmement plébiscité, et ils sont devenus producteurs de vidéos. Ils produisent leur propre série alors qu'ils n'étaient qu'un distributeur online de vidéos. Voilà, ils sont toujours en train de réfléchir constamment aux usages, à l'expérience client, pour continuer d'être disruptifs. Autre exemple qui a traversé les frontières sectorielles, on a deux disrupteurs, deux entreprises très innovantes qui appartiennent à des secteurs qui n'ont pourtant sur le papier aucun rapport. Uber, le monde du transport urbain, Spotify, le monde de la musique. Eh bien, ils sont rentrés en partenariat, ces deux acteurs, pour que lorsqu'un client rentre dans un taxi, il puisse écouter sa musique, Spotify, sur l'appareil stéréo du taxi. Voilà. Là encore, un exemple, on ne parle plus produit, on n'est plus rivé sur son secteur, on parle cas d'usage. Alors quel est l'impact? Comment réagir, comment s'adapter à ce degré d'exigence, cette volonté, cette attente d'immédiateté, d'exigence, cette capacité à être blasé, à être infidèle, à passer d'une marque à l'autre, à avoir accès à toute l'information, et finalement au fait que c'est maintenant le client qui a le pouvoir et beaucoup moins les marques. Alors on va voir quelques idées. Alors évidemment, ça va tellement vite, le client galope tellement vite, le client change de canal tellement vite, il a tellement le choix que la seule solution pour continuer d'essayer de le rattraper et de l'atteindre, il faut être data-driven. Alors data-driven dans le sens smart data et non pas big data. Vous allez voir qu'il faut aussi se repenser un petit peu l'organisation des entreprises et on le verra tout à l'heure, les entreprises vont essayer de s'adapter aussi au segment des clients. Il faut être basé sur les événements, les temps forts de la vie d'un client et pas l'inverse. Et puis il faut proposer une expérience de bout en bout. Alors je vais développer un petit peu. Alors, en termes d'organisation, on commence à voir et on verra de plus en plus des organisations passer d'un mode traditionnel, donc on appelle fonctionnel par département marketing en silo, marketing, produit, commercial, etc., on le voit déjà, par des organisations par canal. Mais ça reste des organisations en silo. Donc le canal email, le canal social, le canal web. Donc ça, c'est déjà en place, mais ça va aller bien au-delà. On verra apparaître de plus en plus des organisations qui, pour s'adapter à leurs clients, ne vont plus être organisées par canal, mais vont être organisées par typologie de clients. Il va y avoir des responsables des VIP, des responsables des abandonneurs, des responsables des nouveaux clients, des responsables des clients qui font ci, des clients qui font ça, des clients qui sont là. Donc voilà, donc ça il va même y avoir des responsables par type d'événement dans la vie d'un client. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors ça émerge, mais on est persuadé que ça, d'ici 2020, ça va être quelque chose d'extrêmement présent dans les organisations d'entreprise. Donc une bonne manière de suivre son client, c'est de s'organiser soi-même par typologie de clients pour bien répondre à leurs attentes et être spécialiste de chacun des typologies. Alors autre chose qui va se passer, jusqu'à présent, et je pense que vous l'avez compris, on fait dépenser aux marques beaucoup d'argent sur l'acquisition de trafic. Et de plus en plus, les marques se rendent compte que plus on dépense en acquisition de trafic, plus on a un trafic qui est non qualifié. En d'autres termes, on essaye de faire boire des ânes qui n'ont pas soif. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est des budgets qui sont non plus alloués à de l'acquisition, mais à tirer parti du trafic existant. On étudie la conversion, on étudie les points de friction, les freins, les souffrances. On fait des études clients pour vraiment, tout le temps, de façon continue, faire une étude, un audit complet de son taux de conversion et pas seulement, la course au trafic qui commence à devenir très cher parce que tout le monde, évidemment, veut plus de trafic. Voilà. Donc cette courbe, juste pour vous dire que plus vous achetez de trafic, plus le taux marginal de conversion baisse et donc vous coûte cher. Troisième point, ne pas se focuser uniquement sur le funnel classique. Par funnel, j'entends le canal d'achat entonnoir. Pourquoi ?
Comme on l'a vu tout à l'heure, le client est imprévisible. Il n'emprunte pas un canal dans l'ordre que vous pensez. Il va sauter d'un canal à l'autre. Un espèce de, si je fais une comparaison, une espèce d'oiseau qui va butiner de fleur en fleur et qui change de fleur sans qu'on puisse le prévoir. Donc il faut s'éloigner de ce schéma de tunnel classique en entonnoir par une expérience client beaucoup plus complexe que le Gartner a décrit de cette façon graphiquement, où il ne s'agit pas de prévoir le chemin, mais de prévoir tous les points de contact qu'un client peut avoir avec une marque. Et pas seulement au niveau de l'acte d'achat, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand mon client reçoit le produit, le déballe, l'installe, commence sa première utilisation. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème? Qu'est-ce qui se passe si je dois le rendre? Qu'est-ce qui se passe quand je l'utilise pendant 2 ans? Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? Et finalement, tout ça pour faire de ces clients chouchoutés, dont j'étudie la conversion, pour en faire des ambassadeurs. Donc, ici, c'est juste un résumé pour vous dire qu'il ne faut pas seulement se focuser sur l'acquisition ou sur le tunnel d'achat jusqu'à arriver à la conversion, il faut aller bien au-delà et étudier ce qui se passe après. Alors c'est très difficile puisque, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas prévoir à l'avance le chemin que va emprunter un client dans ces différentes phases d'interaction avec la marque. Donc il s'agit finalement de gagner des micro-batailles sur chacune des interactions possibles avec la marque et s'attacher à chaque événement possible. Donc il faut être non plus seulement data-driven, mais ce qu'on appelle en termes anglo-saxons event-driven, être réactif aux événements de la vie du client, au temps fort de la vie du client avec la marque. Et là encore, ce n'est pas la marque qui va imposer un chemin, qui va imposer des temps forts, c'est s'adapter au temps fort du client et à ses exigences. Voilà, donc il y a plein de petites recettes pour être, alors peut-être pas aussi bon qu'un espresso, mais essayer d'atteindre les niveaux, le maître étalon que fixent les disrupteurs sur chacune de ces interactions-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard chez Nespresso. Rien. Alors, tout ce que je vous ai dit là jusqu'à présent, c'était très théorique. Ce que je voudrais qu'on développe maintenant, en une dizaine de minutes, c'est des exemples simples qu'on peut appliquer pour répondre à des attentes clients. Alors, il y a des exemples que vous allez trouver très simples, et puis il y en a d'autres qui sont plus évolués. Alors, un exemple sur les marques de luxe. Une marque de luxe est très très focus sur ses collections. C'est leur capital et un panier moyen a une telle valeur dans le luxe que informer les clients sur les nouvelles collections est très important. Ici, c'est un petit exemple où on va faire en sorte que la proposition de valeur de inscription à une newsletter, pour info, inscrire un client à une newsletter dans une marque de luxe, ça vaut pour la marque entre 1 et 5 $. La marque est disposée à payer 5 $ pour avoir quelqu'un qui s'inscrit à leur newsletter à cause de toutes les retombées derrière en termes de panier moyen, de conversion. Donc il s'agit, sans agresser le client, en étant délicat, en liant le petit message d'invitation, il faut le lier à la collection, il faut l'animer, il faut le gamifier. C'est comme ça qu'on peut multiplier par 10, qu'on a multiplié par 10, le taux de souscription de newsletter chez Gucci. On en est à 200 000. Je vous laisse faire le calcul. Autre exemple très très simple, quand vous allez dans une boutique physique, quelle qu'elle soit, on est bien d'accord que le vendeur ne va pas répéter le même message à tous les clients. Il va s'adapter au type de client qu'il a en face. Et bien sur un site web, il faut faire la même chose. Il faut que le site soit intelligent et au fur et à mesure qu'on en apprend sur l'internaute, en temps réel, adapter la page web au genre du client. Quelle est la catégorie sur laquelle il a cliqué à sa dernière visite? Est-ce qu'il se connecte d'un pays étranger? Est-ce qu'il s'est connecté plus de 3 fois? En fonction de tout ce qu'il fait, il s'agit pour la marque de rester extrêmement simple sur un site web, mais très pertinent. Donc d'adapter en temps réel la home page, par exemple, ou les landing pages, à ce qu'on a appris sur le client. Et ça en temps réel, puisque le client attend de l'immédiateté. Autre exemple, s'adapter au temps fort du client.
il n'a pas les mêmes attentes lorsqu'il est dans une période basse de l'année que lorsqu'il est à 3 jours de la Saint-Valentin, que lorsqu'il est en période de Black Friday, période de Noël. Donc, proposer sur le site des contenus différents en fonction de la période. Proposer par exemple des petits guides cadeaux pour aider les clients à trouver des idées cadeaux en urgence selon le genre de la personne, selon la typologie, selon le budget, pour guider le client et qu'il n'ait pas à passer des heures à chercher un cadeau alors qu'il n'a que quelques minutes et que s'il n'a pas le bon choix en quelques minutes, il va passer sur un autre site. Rappelez-vous la comparaison avec l'oiseau qui butine et qui est capable de passer au site voisin en quelques secondes. Alors, autre chose qu'on fait et qu'il faut faire, c'est ne pas oublier de demander l'avis des clients. C'est très difficile, en collectant que du qualitatif et que du smart data, de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, ce qu'on fait régulièrement, c'est que tout le temps, on récupère des avis clients, des verbatim, où les gens vont donner leur avis sur la marque, les produits, les magasins physiques, l'expérience client, les bugs qu'ils ont trouvés, les nouvelles collections. Et ça dans une démarche continue. Et c'est ça qui va nous faire détecter des attentes clients qui ne sont pas résolues par la marque. Et évidemment, ces attentes clients, elles sont différentes par région, par catégorie de produits, par appétence, suivant les moments de l'année. Et ce n'est pas seulement une photo globale qu'il faut, c'est une photo segmentée par typologie de client. Chaque typologie de client peut avoir des griefs ou des appétences très différentes d'un segment à l'autre. Les petites attentions font quelquefois les belles expériences clients. Et c'est la somme de toutes ces petites attentions qui font qu'on a une relation à la marque émotionnelle. Donc ici, plutôt que d'inviter les gens à récupérer un panier abandonné en leur offrant une promotion, ce qui fait baisser la marge, pourquoi ne pas leur offrir un petit cadeau supplémentaire, des cartes postales de toute la région qui entoure les usines de l'Occitane. C'est des cartes postales de Provence qui seront ajoutées dans le paquet cadeau, et c'est au moment d'ouvrir l'emballage que je vais avoir cette émotion supplémentaire que n'offre pas une autre marque. Ça ne coûte pas grand-chose, ça dégrade très peu la marge, et ça génère de l'émotion. C'est un cas d'usage un petit peu disruptif, et un petit peu humain, un petit peu authentique que peut avoir la marque, au-delà de vendre des produits et des crèmes. Une idée un petit peu plus évoluée, une idée où on va jouer sur la gamification, on va piquer le consommateur sa curiosité, on va organiser un calendrier de l'Avent avant les fêtes de Noël. Chaque jour, le client va avoir une petite surprise, le produit surprise de la journée, ce qui va faire revenir les gens sur le site pendant toute la période de Noël. Et là, on est encore sur l'émotion, on pique la curiosité, on s'adapte au temps fort du client. Et surtout, on capture l'attention. Cette notion de capturer l'attention est très importante. C'est le client qui choisit le moment d'interaction. Donc, on a très peu de temps pour capturer l'attention et on a un gros risque que le client s'en aille autre part très rapidement. Donc, il faut vraiment gamifier, capturer, étonner, piquer les gens sur leur curiosité. Donc, ça, c'est typiquement un calendrier de l'Avent. Alors, ce n'est pas des petits chocolats, mais c'est des produits du catalogue qui sont attrayants. Alors encore une idée très évoluée, celle de Ubisoft. Ubisoft va jusqu'à collecter de la donnée pendant qu'un gamer joue à ces jeux, pour savoir quel caractère il a. Alors ça va très loin, ça peut faire froid dans le dos. En fonction de mon mode de jeu, sur Assassin's Creed, je sais si j'ai affaire à quelqu'un d'agressif, qui tire sur tout ce qui bouge, à quelqu'un qui aime faire toutes les missions et aime aller dans toutes les cartes, et voir tous les secrets, passer par les recoins et faire toutes les missions. Il y a des gens qui se cachent, qui préfèrent qu'on ne leur tire pas dessus, et on va en détecter le caractère du gamer. On va savoir si quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui gère, qui aime la gestion de projet, etc. Et en fonction de son caractère, quand il va aller sur la homepage de Ubisoft, on va lui proposer des jeux qui correspondent à son caractère. Autre idée, on va détecter que quelqu'un est sur un niveau 25 depuis plus de 5 heures, et on va lui offrir d'acheter le bazooka qui va lui permettre donc il va acheter 2 € l'arme fatale qui va lui permettre de terminer sa mission. Ubisoft prévoit que plus de 60% de son chiffre d'affaires va être fait non pas en vendant des jeux,
mais en vendant à l'intérieur des jeux des contenus, des missions, des armes, des niveaux. C'est comme ça que va évoluer le jeu. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on prétend faire? On fait 4 choses finalement pour s'adapter à cette exigence client. On collecte de la donnée granulaire à tous les moments de son interaction avec la marque. On collecte à peu près 100 points de données par clic de souris. Donc on a des clients qui ont 500 millions de pages vues, x 100, ça fait 50 milliards de données. C'est très granulaire, c'est qualitatif et c'est quantitatif. Donc ça ne sert à rien, parce que c'est granulaire, donc il faut en faire des données qui soient interprétables. Donc on consolide, c'est la deuxième chose qu'on fait, on consolide les données, on les analyse de façon qualitative et quantitative, et c'est une fois qu'on a des agrégats, des tendances, qu'on va en tirer des segments qui sous-performent ou qui surperforment, et qu'on va appliquer à ces segments des idées de personnalisation temps réel qui vont modifier un site, un message, ajouter une attention aux clients pour qu'ils se sentent épaulés, chouchoutés, caressés. Voilà, c'est un petit peu les 4 choses finalement, les 4 composants de ce qu'on appelle personnalisation de l'expérience client. Voilà des cas concrets, du plus simple au plus complexe, qui est un des ingrédients pour répondre à l'expérience client, mais vous avez compris que c'est quelque chose de bout en bout, ça concerne le call center, le service, l'émotion, donc ça va bien au-delà évidemment de ce qui peut se passer sur le canal digital, mobile ou tablette. Alors juste un slide sur Qubit. Donc Qubit, on est 250, on a été créé par 4 ex-Google il y a 6 ans, et on aide 250 clients à justement améliorer cette expérience client par des personnalisations temps réel. Et on travaille avec des marques de mode, 250 clients, dont des marques de mode, et on a une structure en France à Paris, à Boulevard Haussmann. Alors, la conclusion, finalement, c'est que ce qu'on voit ici, à travers cette degré d'exigence, c'est qu'on voit que le client est roi. On parle de client moi, hein, c'est le centre. Je veux mon chauffeur, je veux ma destination de vacances, c'est moi, je. Hein, mais c'est le client roi dans le sens ROI. C'est-à-dire c'est en chouchoutant le client, c'est en faisant attention à lui, en étudiant ses comportements que viendront les bénéfices à long terme. C'est vraiment un concept qui est très très expliqué dans les pays anglo-saxons, ce concept de client ROI et aussi client roi. C'est une des maîtresses. Voilà, je vous propose de passer aux questions s'il y en a. On a voulu cette présentation là assez courte pour prévoir des questions. Oui. En termes de business model, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous vous rémunérez en fait sur votre service? Alors, il y a, comme vous l'avez compris, il y a une notion de data et ensuite il y a une notion d'activation de la data. On est une DMP qui travaille au nom des clients. Donc on capture, on collecte de la donnée pour nos clients. On les stocke sur des serveurs sécurisés, que ce soit Google ou AWS. Donc il y a une partie, pour répondre à votre question, il y a une partie qui est calculée en fonction du trafic de nos clients. Donc on ne va pas demander la même somme d'argent pour un client qui a 10 millions de pages vues par an que pour une marque qui travaille dans 26 pays et qui a 600 millions de pages vues par an. Donc il y a une partie qui est, alors c'est pas linéaire, c'est plutôt asymptotique, qui est un petit peu indexée sur ça. Donc un petit client, et puis après il y a une partie de licence qui est une licence pour la plateforme, et il y a une troisième partie, c'est en fonction du degré d'accompagnement que vous voulez. Il y a des gens, des marques qui sont très matures sur le web, sur les designs, sur les idées, et qui vont avoir besoin de nous que pour la partie de la quality insurance et de la technique. Et puis il y a des gens qui veulent qu'on se charge de leur design, qui veulent qu'on leur donne des idées. Donc on peut accompagner un client à hauteur de 1 jour par mois, et puis il y a d'autres clients qu'on accompagne à hauteur de 10 jours par mois. Donc ça peut être très variable. On a des petits clients comme PAD, et puis on a des gros clients comme vous avez vu, comme Gucci, l'Occitane, Lenovo, Emirates Airlines, qui ont des équipes de 10 personnes et qui font 750 expériences par an. C'est beaucoup. Et puis il y a des gens qui font 2 expériences par mois. Donc voilà. Donc notre mode de rémunération, pour résumer, c'est en fonction de la volumétrie sur le site web et puis en fonction du nombre de jours d'accompagnement dont vous avez besoin. Et ça s'étale, pour répondre, entre 2, 5 et 10 000 euros par mois. En total, tout compris. Les data, l'hébergement,
la plateforme et les services. Autre question? Mhm. J'imagine que oui. Ah, pardon. Est-ce que votre offre est adaptée aux startups et quels conseils vous donnez aux startups pour intégrer tout ce que vous venez de dire dans la réflexion? Est-ce que vous pouvez accompagner la startup dans la construction de son offre, de son produit, plutôt que de venir vous voir peut-être trop tard ou, vous voyez, à quel niveau vous pouvez intervenir en fait? Ouais. Alors, je vais répondre à la première question. Est-ce qu'on s'adapte à des startups qui commencent et qui ont des faibles volumes? Alors, il y a quelque chose que j'ai pas voulu, sur lequel j'ai pas voulu trop m'étaler. Un des modules que nous avons, parce que nous y croyons beaucoup, c'est l'A/B testing. Quand on lance une expérience client, en fait, on est confronté auprès des départements marketing à beaucoup d'intuition. Quand on va voir une marque comme l'Occitane et qu'on met autour de la table 10 merchandisers, 10 marketeuses, etc., ça part dans tous les sens. Ah, et si je peignais le bouton en rouge, et si je mettais et si je changeais les images, et si je rajoutais ce contenu, et si je faisais un lien vers... Et en fait, il y a de toutes ces idées, il y en a probablement 8 sur 10 qui n'ont aucune espèce d'impact sur le taux de conversion. D'accord? Donc, on croit à l'A/B testing, et pourquoi je vous dis ça? C'est que l'A/B testing ne marche que si vous avez un certain trafic, 10 millions de pages vues par an. D'accord? En dessous de ça, et ça c'est statistique, les résultats de l'A/B testing ne seront pas fiables. L'A/B testing, c'est quoi? C'est je compare deux ergonomies, deux manières de vendre mes produits, et je regarde finalement ce qui convainc le mieux et là où ça présente le moins de freins et le plus de conversion. Et cette partie de test, vous n'aurez des résultats fiables que à partir de 10 millions de pages vues, à partir de 10 000 converteurs. Donc on a tous les chiffres parce que c'est du statistique bayésien. Voilà, donc ça c'est ce qui pourrait limiter cette partie-là, c'est que vous ferez des choses, vous ferez des expérimentations, mais vous n'aurez jamais la certitude que finalement ça a eu un vrai impact business parce que vous n'avez pas le seuil suffisant pour que ça soit statistiquement fiable. Après, nos consultants, avec 200 clients, sont habitués à faire des tests dans tous les sens. Donc on a une Bible, qui est la Bible des expériences chez Qubit, que partagent tous nos consultants, qui sont les quick wins, ce qui marche. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. J'entendais quelqu'un un jour dire qu'en changeant la couleur d'un bouton, on fait plus 50%, on peut faire plus 50% de taux de conversion. C'est faux. Ça peut être moins 2, ça peut être plus 2, mais ça ne sera jamais au-delà. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, changer la manière dont est fait un funnel, avoir une petite intention délicate au moment de mettre au panier, ça a un impact. Parce qu'il y a de la transparence avec le client et le client a un bénéfice perçu direct. Tout ce que le client comprend et pour lequel il voit un bénéfice direct a un impact sur le taux de conversion, par exemple. Donc, là où on peut vous accompagner de façon légère, sans arriver avec tous les modules de Qubit, c'est les stratégistes de Qubit savent les choses qui, en termes de conversion digitale, fonctionnent en impact sur cette conversion client qui est quand même l'objectif d'un business qui commence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais pour être honnête avec vous, on a quelques startups, mais dans les références que vous avez vues, c'est plutôt des gens qui ont acquis un certain degré de maturité et qui veulent aller au-delà d'expérience client et qui veulent commencer justement à gagner ces micro-batailles. Mais l'ergonomie est déjà plutôt aboutie, la base de clients est là, il y a des gens qui ont des boutiques physiques, un réseau, des call centers. Voilà, c'est plutôt ça, pour être honnête. Autre question? Mais écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions sur Qubit, n'hésitez pas. On répondra ou on présentera ce qu'on fait avec nos clients plus en détail. Merci beaucoup.